J'ai le plaisir d'accueillir sur scène Marjorie Paillon, journaliste et spécialiste des sujets numériques pour France 24 et School TV. Tu peux venir. Qui animera nos échanges sur le thème de grande actualité. Pas de souveraineté numérique sans compétences. Donc oui, on va essayer de comprendre comment on va au-delà des buzzwords, celui de la souveraineté numérique évidemment, celui des compétences, celui de l'éducation. Oui, tout démarre par l'éducation, mais comment est-ce qu'on y va pour de vrai? Comment est-ce qu'on met les mains dans le cambouis justement de ces questions-là? On va le faire tout de suite avec nos panélistes. Laure de la Rodière, président de l'ARCEP, mais c'est surtout votre casquette d'entrepreneur tech que je vais solliciter ici ce soir, et puis qui a porté aussi sur les fonds baptismaux ce projet de la Wild Code School. Isabelle Rouen, présidente de l'Observatoire des métiers du futur. Vous êtes aussi ambassadrice de Digital EU et on va parler justement des 27 et de la façon dont on peut extrapoler cette question de la souveraineté et des compétences aux pays européens. Milo Rinel, responsable numérique de l'Institut Montaigne, et puis évidemment Anna Stefano qui nous rejoint à nouveau pour pouvoir parler de toutes ces questions ensemble. Je précise que tu es aussi conseillère régionale Centre Val-de-Loire. Je vous laisse vous armer d'un micro parce qu'il va y avoir du sport. J'avais envie de démarrer ce tour de table. Alors oui, il faut l'allumer pour le coup. Voilà, petit truc et astuce. J'avais envie de démarrer justement cette première partie de discussion par cette phrase que j'emprunte à quelqu'un. Faut-il sauter comme un cabri sur sa chaise en se criant souveraineté, souveraineté, souveraineté? Est-ce que finalement, ce mot de souveraineté numérique n'a pas été un peu trop galvaudé, notamment durant la première partie de cette année 2022, qui a été très politique, et où finalement on avait l'impression qu'en disant souveraineté numérique, on était un petit peu chat perché dans les débats. C'était assez simple finalement de se ranger derrière cette expression pour se draper dans un voile de souveraineté et d'indépendance culturelle, industrielle, économique. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin que ce terme-là, Laure? Alors moi, je veux bien rebondir parce que j'ai, dans ma carrière passée, été députée pendant un certain temps. Et quand on parlait du numérique au moment où j'ai été élue en 2007, ça n'intéressait personne. Quand on parlait des enjeux de maîtriser les compétences, de les développer, d'avoir des innovations, des startups, de ne pas tout confier à nos amis américains, ça n'intéressait personne. Donc, moi, j'étais super contente quand ce buzzword a été utilisé par tout le monde, parce que je me suis même, si peut-être c'est un buzzword et que c'est un message politique, derrière, on va pouvoir mettre des actions politiques et l'enjeu est majeur. Ce sont des enjeux de sécurité et de dépendance. Avant même des enjeux économiques, ce sont des enjeux de sécurité et de dépendance pour nos pays, pour nos démocraties. Donc voilà, moi je dis très bien. Continuer les buzzwords, il faut faire aussi des actions derrière. Mais si on n'a pas de langage et de portage politique d'un sujet, il n'y a aucune action qui a lieu. Finalement, ce que vous nous dites là, c'est que ça a servi à pédagogiser, à populariser le terme, peut-être à mieux aussi le mettre sur la table politique, et pour les citoyens et citoyennes aussi que nous sommes, tout en étant utilisateurs et utilisatrices. Justement, Milo, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut mieux définir ce terme de souveraineté numérique? Je commencerai peut-être par dire que ça résonne fort dans mes oreilles. Ça, c'est bien pour vous. Je poursuis. Je commencerai par dire que je pense que quand on parle de souveraineté numérique, souvent on fait référence à l'une de deux choses. On parle d'une part de gouvernance dans l'espace cyber, c'est-à-dire comment est-ce qu'on donne aux États la même capacité à gouverner la façon dont se comportent les citoyens dans le monde réel que dans l'espace cyber, et ça c'est arrivé assez rapidement. Et ensuite il y a la notion qui relance plutôt au sujet de résilience numérique, c'est-à-dire comment assurer en fait la continuité de fonctionnement, la continuité de développement de nos services numériques à l'échelle d'une entreprise, d'un citoyen ou d'un pays. Et cette partie qui relève plutôt de sujets industriels aujourd'hui est celui qui du coup est au cœur du débat. C'est celui qui consiste à assurer en fait qu'on a tous les ingrédients dont on a besoin pour assurer nous-mêmes, en cas de catastrophe naturelle ou de pression étrangère, la continuité de nos services, de notre développement numérique à l'échelle de notre pays. Ça concerne plein d'ingrédients, on parle souvent de stockage, de cloud, d'infrastructures, de réseaux, etc. Et il y a évidemment la question des talents qu'il ne faut surtout pas
surtout pas laisser de côté. Et on la laisserait certainement pas de côté ce soir, cette question des talents, dis donc. Justement, Isabelle, si je prends surtout cette casquette d'ambassadrice de Digital EU et que je remets sur la table cette question de la souveraineté, ça veut dire quoi? En effet, il faut savoir lier les questions d'indépendance technologique, culturelle, industrielle, économique. Ça marche de pair, fondamentalement. Oui, c'est fondamental. Il y a un enjeu de défense, ça c'est absolument certain. Il y a un enjeu culturel, que ce soit de soft power, hein, ou aussi de couverture qu'on peut avoir par les médias sociaux. Il y a un enjeu économique, enfin, c'est aussi un enjeu de business extrêmement fort. Et après, moi, je vais mettre ma casquette de recruteuse, chasseuse de talents et dirigeante d'un cabinet de recrutement. On a un enjeu de talent, de formation, de compétences qui est absolument fondamental. Il y a aujourd'hui 1 million de postes non pourvus en France du fait d'un déficit de compétences, dont 80 000 dans l'industrie numérique. Donc là, il y a une vraie nécessité à accélérer de manière extrêmement forte. On manque de développeurs, de codeuses, de codeurs, de data scientists. Et l'enjeu de cette souveraineté, il se fait d'abord par la compétence, parce qu'on n'a pas forcément la quantité de gens qui seraient nécessaires disponibles, et qu'en plus, on a une fuite des talents qui a été réelle pendant des années, notamment vers nos amis nord-américains. Et là-dessus, il y a aussi quelque chose à aller contrebalancer. Et on y reviendra dans un instant. Mais d'abord, Anna, je voulais avoir ton avis sur cette question. C'est vrai que pendant un large moment, on a eu l'habitude d'avoir une image d'Épinal de la géopolitique tech, qui était de se dire que les États-Unis étaient incarnés par la Silicon Valley, étaient là pour finalement vendre du solutionnisme tech et innover juste pour le défi de l'innovation. L'Asie, de l'autre côté, réduite à la Chine bien souvent, avec une certaine dictature tech là aussi. Et puis au milieu, l'Europe, avec un drapeau blanc qui l'agite en disant « régulation, je crie ton nom ». Est-ce que cette image d'Épinal a vécu? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut savoir lire un petit peu plus loin que finalement cette image un peu manichéenne? Il y a un peu de vrai, je pense, dans cette image, y compris aujourd'hui. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe. Il y a évidemment ce côté pionnier de l'Europe sur la protection de données, qui n'est pas d'ailleurs simple à vivre quand on est côté entreprise, parce qu'on utilise tous en entreprise des outils numériques qui, en effet, souvent viennent des États-Unis, dont les données sont hébergées aux États-Unis. Donc c'est un défi encore de grande actualité encore aujourd'hui, y compris pour nous. Mais c'est important qu'on travaille là-dessus. Des solutions existent. En fait, tout est possible. Il suffit de le décider, de le vouloir, et ensuite réfléchir un petit peu ensemble. Et je pense que c'est très important qu'il y a cette action de régulation, d'échange aussi, parce que la technologie, elle est extrêmement puissante. On voit bien qu'elle nous permet de faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Et d'ailleurs, on est extrêmement dépendant aujourd'hui de la technologie. Je pense qu'on ne se rend même pas compte à quel point on est dépendant, parce que même pour s'habiller, même pour manger, aujourd'hui, on a besoin de la technologie, les outils comptables, les outils de logistique, tout est numérique. Donc, à un moment donné, s'il y a une crise qui arrive, et on est de plus en plus, je pense, confronté à la possibilité de crise géopolitique, sanitaire, écologique, climatique. Donc la typologie des crises devient assez large. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, si on est tellement dépendant? Donc il y a une vraie réflexion très nécessaire aujourd'hui. Et donc il faut continuer sur ce chemin, je pense. Et ça permet aussi de faire émerger peut-être des talents et des pépites entreprises sur notre sol, et ce n'est pas plus mal. Ça veut dire quoi? Que cette techno-dépendance, si on t'entend bien, on la combat quand on est régulateur, on la combat quand on est citoyen, utilisateur, utilisatrice, parce qu'on dit mince, je ne peux pas être aussi inféodé finalement à mes applications, à mes solutions numériques que ça. Par contre, quand on est innovateur, innovatrice, entrepreneur, on se dit que c'est encore une fois une opportunité de création et d'innovation infinie. Alors c'est un peu ça, il y a un peu de schizophrénie finalement quand même. Moi, je voudrais revenir sur la régulation, parce que... C'est un peu votre rôle, finalement. Voilà. Juste pour la position de l'Europe comme le drapeau blanc. Je dirais c'est quand même pas mal, en fait, qu'on défende nos valeurs au niveau européen, parce qu'on les impose aux autres.
Alors, pour l'instant, ça ne nous a pas permis de sortir notre épingle du jeu en ayant des grands géants de l'Internet, mais le fait qu'on défende nos valeurs de vie privée, qu'on défende nos valeurs d'avoir un Internet ouvert ou défendre nos valeurs d'avoir un jeu concurrentiel équitable à l'ère du numérique, c'est absolument essentiel. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à reprendre la main, à créer des entreprises innovantes qui ne se font pas racheter du jour au lendemain avec une position abusive en fait des géants pour les étouffer. Ça, c'est bien adressé aujourd'hui au niveau européen. Juste un mot quand même. On a été très long au niveau européen à prendre conscience que ces grandes plateformes américaines, elles se plaçaient entre les utilisateurs et les développeurs et les entreprises. Et donc, elles bridaient l'innovation. Elles imposaient leurs conditions aux entreprises qui voulaient une niveau, pas que les conditions tarifaires. C'est pas vous qui choisissez votre position dans l'App Store, et puis vous êtes obligé de passer sur l'App Store si vous voulez être sur l'Apple. Et puis si vous avez aussi des applications qui sont préinstallées que vous pouvez pas désinstaller pour en mettre d'autres, enfin tout ça crée un univers extrêmement bridé qui limite l'Internet ouvert. Autant sur les réseaux, ça a été réglé tôt avec le règlement de l'Internet ouvert, autant sur les grandes plateformes, l'Europe vient de se réveiller avec les textes. Et je pense que la régulation est extrêmement importante parce qu'elle vise à donner un jeu équitable à tous pour pouvoir justement permettre l'innovation de gens qui vont remplacer, enfin des entreprises qui vont remplacer les services des grands groupes. Voilà. Maintenant, ça ne suffit pas. Oui, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait une politique industrielle de financement en fait des technologies, qu'on mette de l'argent sur la table en recherche. Alors, c'est aussi une nouveauté de ce mandat de la Commission européenne, avec 1 milliard qui a été mis sur l'informatique quantique, avec l'argent qui a été mis et des objectifs qui sont mis sur le cloud souverain, et ainsi de suite. On voit qu'il y a, et sur les semi-conducteurs aussi, il y a une vraie volonté de reprendre la main, tant en termes de services, et aussi en maîtrise de technologie. Et donc, ça ne pourra marcher que si on a des compétences aussi. Complètement. Justement, on va y revenir là aussi dans un instant. Mais justement, ce qui est devenu finalement le GPS de la Commission européenne sur la façon de pouvoir mener cette régulation, c'est Europe Fit for a Digital Edge. C'est vraiment la façon dont Margrethe Vestager, la vice-présidente de la Commission, mène justement ce tempo pour pouvoir préparer l'Europe à cette ère digitale, comme si on n'était pas déjà entré. C'est encore autre chose. Et ce qui est fondamentalement intéressant, c'est qu'on a l'impression là aussi que les régulateurs se sont finalement mis au diapason de l'innovation. Pendant quelques décennies, on a eu quand même l'impression que la régulation bloquait l'innovation, l'empêchait d'aller plus loin. Et c'était un peu la double peine pour les entreprises européennes d'ailleurs, qui du coup avaient aussi à faire face à une régulation qui était designée plutôt pour des entreprises américaines ou asiatiques qui opèrent en Europe et auprès des consommateurs et consommatrices européens. Et finalement, ces entreprises tech européennes devaient faire face non seulement à la concurrence de ces boîtes-là, mais en plus devoir adapter, faire du Krav Maga de la régulation. Ma question, parce qu'il y en a une quand même, vous allez rire, c'est de savoir si justement c'est le bon GPS. Est-ce qu'on a réussi à trouver un rythme de la régulation qui permet de pouvoir soutenir celui de l'innovation et pas de la bloquer, Isabelle ? Alors je pense qu'effectivement, le rythme a changé et on va dans la bonne direction. Pendant très longtemps, l'innovation, les Américains en faisaient un business, les Chinois la copiaient et les Européens en ont fait une régulation. Aujourd'hui, effectivement, l'arme de la régulation permet de brider la puissance des GAFA comme des BATX. J'en parle assez librement. Moi, je suis repentie. J'ai travaillé 3 ans chez Facebook, devenu Meta. Vous mentionniez effectivement ce que fait la Commission européenne. Ça va même plus loin. C'est-à-dire que quand vous avez un Apple qui recueille directement le consentement avant les applications, le consentement au RGPD, en fait, ils ont le pouvoir d'allumer ou d'éteindre la lumière à tout le monde. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose sur lequel il y a eu des plaintes qui ont été déposées au niveau de la Commission européenne pour empêcher cela. C'est-à-dire que le pouvoir d'entreprises qui sont très puissantes et qui ont 2 milliards, 3 milliards d'utilisateurs et qui, du coup, mettent une barrière à l'entrée et se servent parfois de nos propres régulations pour recueillir la data et maîtriser la barrière, ça pose un vrai sujet. Donc, ça va dans le bon sens parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'Europe sait réagir et surtout, l'Europe sait anticiper désormais avec des investissements industriels. Mais méfiance quand même sur la partie recueil de données parce qu'on n'est
n'est pas arrivé au bout de nos peines avec tous les intervenants, et le fait d'avoir des Chinois en plus complique quand même pas mal la donne. TikTok, je rappelle, c'est 1 milliard d'utilisateurs. Insta, c'est 1,3 milliard. On est quasiment au coude à coude aujourd'hui. Et avec aussi 2 façons d'aborder TikTok, la façon occidentale et celle qui est bridée en Chine, qui est encore une autre question. Tout à fait. On va y revenir après. Justement, Milo, quand vous entendez la façon dont on aborde aujourd'hui ces questions de régulation, vous vous dites là aussi que finalement on est peut-être entré dans une nouvelle ère et qui va être profitable à l'ensemble de l'écosystème tech européen. Ouais, je pense qu'il y a eu un shift de mindset assez intéressant qui a été fait, qui était que précédemment, l'objectif était très tourné vers l'interne de l'Union européenne, c'est-à-dire la protection des consommateurs, des entreprises, quelles qu'elles soient, notamment européennes. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on a peut-être plus conscience des agissements des acteurs en dehors de l'Union européenne. Et du coup, les différents outils qui sont en train d'être mis en place, que ce soit de la régulation ou les autres éléments qui découlent de ça en termes de standardisation, de normes, etc., sont beaucoup plus dans une perspective de construction d'un modèle qui est en capacité d'exister dans un monde international que de protection d'un écosystème purement européen. Et du coup, je pense qu'on est passé d'un modèle où justement, auparavant, on était plus à même de brider l'innovation, alors qu'aujourd'hui, on est plus à même, grâce à la régulation, en fait, de protéger, d'accompagner des acteurs qui sont conformes au modèle proposé. Donc, si je vous entends bien, messieurs, dames, on va donc aller vers une souveraineté numérique régulée qui protège, qui encadre, qui permet là aussi de pouvoir continuer à innover. C'est une bonne chose. Mais cette technologie, vous en brossiez le portrait là, il y a encore quelques minutes, cette technologie made in EU avec des valeurs chevillées au corps, elle porte lesquelles, Anna, de valeurs intrinsèques ? Alors, la technologie made in EU, les valeurs, je pense qu'il y a une valeur humaniste quelque part au fond. Et d'ailleurs, à la Walco School, on a 3 valeurs et on parle souvent de la passion, innovation et humanité. Donc, on s'inscrit pleinement dans cette valeur humaniste qu'on ne retrouve pas toujours en dehors de l'Europe. Donc, je pense qu'il y a cette part de l'humain, de l'humanité, de l'humanisme dans la technologie qui est importante en Europe, qui est importante pour nous. Peut-être aussi le fait que la technologie n'est pas forcément le but en soi, mais plutôt un moyen pour atteindre d'autres buts. Et comme on aime bien dire à la Walco School, la technologie doit être au service de l'humain et pas l'inverse. Donc ne pas chercher à remplacer l'humain, par exemple. Pour revenir à l'enseignement, nous, je parle d'Alia, de moi-même, on ne rêve pas d'une école où il n'y aura pas plus de profs. On ne rêve pas d'une école où tout sera géré par des algorithmes. Voilà, donc les technologies qu'on maîtrise, qu'on s'en sert, qui peut-être nous augmentent un petit peu, donc l'humain augmenté d'une certaine manière, mais qui reste maîtrisé. Donc d'où l'importance de cette régulation. On réfléchit, on se pose des questions, à quoi ça sert. Donc voilà, pour moi c'est ça l'humanisme comme valeur principale pour l'Europe. Isabelle, votre Europe des valeurs en matière de tech, ce serait laquelle ? Je vais rebondir sur ce que vient de dire Anna, c'est-à-dire que c'est une valeur humaine et humaniste, c'est ça qui différencie l'Europe, et c'est surtout d'en faire du coup un Internet qui ne soit pas l'Internet du plus riche, mais un Internet accessible à tous et des technologies accessibles à tous. Il ne faut pas se leurrer, il est possible qu'un jour on ait 2 Internets, un Internet chinois et un Internet, on va dire, occidental. Donc il y a des vrais enjeux à ce niveau-là, et effectivement, il faut que l'accessibilité soit... Oui, 3 Internets, vous dites ? C'est possible, je ne sais pas. Justement, ce serait lequel, ce 3e Internet, Laure ? Ce qu'on est en train d'imposer aux géants de l'Internet en Europe, ce que depuis longtemps existe sur les réseaux le règlement Internet ouvert, ce qui fait que vous n'avez pas le droit de privilégier sur un réseau un flux par rapport à un autre. Or, ce que font, donc ça c'est au niveau du réseau, au niveau très bas. Après, vous avez les services, et là vous avez des plateformes qui se sont mises entre les utilisateurs et puis les fournisseurs de services. Et donc, ils vont finalement imposer leurs conditions, ce que je disais, aux fournisseurs de services pour qu'ils fournissent des services aux utilisateurs. En Europe, on vient avec le DMA dire, attendez, il faut rétablir un peu
l'équilibre de force et retrouver un champ d'Internet complètement ouvert, y compris sur le service. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein, mais c'est l'ambition du Digital Market Act. Il se peut que les États-Unis ne mettent pas ça en place. Ça ferait en fait des fonctionnements différents. Alors en Chine, c'est évident, ça, je veux dire, ça c'est simple, mais la voie que prend l'Europe aujourd'hui sur le Digital Market Act et sur le Digital Service Act n'est pas encore adoptée par les États-Unis. Alors peut-être que, comme pour le RGPD, on voit que le RGPD aujourd'hui est en train de cette culture est en train de se diffuser aux États-Unis et d'être progressivement implantée. Peut-être que ça sera la même chose pour le Digital Market Act et puis pour le Digital Service Act, mais c'est pas sûr. Et je rappelle en effet que le RGPD a été adapté en Californie sous la forme du CCPA, que aujourd'hui le Congrès américain, alors le futur Congrès qui va siéger, va devoir notamment imaginer un élargissement possible du CCPA à l'ensemble de l'État fédéral, et que par ailleurs, le débat, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir oublié ce débat sur la neutralité du net, mais il a été farouche à l'époque quand il a été en effet lancé. Alors, entre-temps, on s'est battu pour le RGPD, en effet, puis des SADMA, mais c'est vrai que la neutralité du net, aujourd'hui, ça nous paraît être un réflexe. Si on ne s'était pas battu pour, Milo, est-ce que ce serait aussi naturel aujourd'hui ? Alors, je pense que Madame de la Raudière sera bien plus compétente que moi sur ce sujet. Donc, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a longtemps pris pour un acquis. Enfin, la neutralité du net, longtemps, on en parlait en réalité assez peu. Aujourd'hui, ça revient sur la table, du coup, enfin, sous des formes plus intéressantes, dans le sens où on est moins autour de questions. Enfin, l'enjeu, il y a à la fois les questions de liberté et puis les questions de financement des infrastructures qui sont très intéressantes aussi, et qui vont un peu dans le sens de voilà, enfin, comment construire. Ça rejoint un peu ce que je disais, qui est l'approche européenne qui en fait davantage prend pied sur différentes jambes, pas uniquement réglementaires, mais avec des considérations industrielles en tête. Donc c'est des questions complexes. Je vais opter pour un no comment en termes de positionnement. Okay, on a droit à un no comment par débat. Mais est-ce que justement, voilà, aujourd'hui, encore une fois, c'est devenu un réflexe, c'est dans la logique pour nous, utilisatrices et utilisateurs, et on est aussi citoyennes et citoyens du numérique, pour les entreprises, pour les gouvernements, pour l'ensemble de l'écosystème. Est-ce que parfois, il est quand même bon de rappeler que ces batailles ont été difficiles à mener ? Cette bataille de la neutralité à Internet, elle n'est pas fermée, puisqu'elle est remise sur la table à peu près tous les 5 ans, comme un marronnier, en disant que on va mettre à mal la neutralité d'Internet pour que les opérateurs des télécoms puissent négocier mieux l'accès à leur réseau par les géants de l'Internet. Je pense qu'il y a 2 sujets. La neutralité de l'Internet, pour moi, c'est un fondamental de l'Internet. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer avoir des atteintes à la neutralité d'Internet qui brideraient l'innovation, comme exactement à la couche supérieure. Enfin, ce n'est pas une question de couche d'un point de vue informatique, mais au niveau des plateformes, en fait, des géants de l'Internet, ils brident l'innovation. Vous passez par leur fourche codine pour innover. Alors que quand vous êtes sur un réseau, le flux passe de la même façon, quel que soit le protocole, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit finalement et ça, c'est essentiel. Après, le débat public sur le financement des réseaux et sur leur fair share et sur est-ce que les plateformes doivent contribuer au financement des réseaux plus qu'elles le font, c'est un vrai débat, c'est légitime, mais on peut résoudre cette question sans remettre en cause la neutralité d'Internet. Ça, c'est dit. Justement, l'autre débat qui occupe aussi l'écosystème en ce moment, c'est celui de la sobriété. C'est littéralement le maître mot de la saison, pour de très bonnes raisons, notamment une urgence climatique, s'il en est. Construire ce numérique plus responsable, éco-responsable en l'occurrence, plus inclusif, plus éthique, c'est à qui de le faire ? C'est aux régulateurs ? C'est au gouvernement, Isabelle ? C'est aux entreprises ? C'est aux écoles ?
C'est aux talents eux-mêmes? Je pense que c'est à ces 4 parties prenantes qu'il va falloir, qui vont devoir effectivement s'impliquer pour avoir un numérique plus inclusif, plus responsable, plus green aussi. Ça passe par l'éducation, donc ça passe par les écoles, ça passe par l'État, ça passe par l'Europe, c'est une certitude. Les entreprises ont leur part à jouer aujourd'hui en créant des postes, on va dire, liés à tout ce qui est sobriété numérique, sobriété énergétique. Il y a des métiers dans l'ingénierie, dans le cloud qui sont en train de se développer. Et je crois que ça passe par le citoyen aussi, parce que c'est à chacun de se responsabiliser pour aller dans ces directions-là. Il y a beaucoup de chemin à faire. Sur le green, c'est assez bien mesuré parce qu'on a la tonne de CO2 et qu'il y a un indicateur qui fédère un peu tout le monde, qui est facilement lisible. Sur tout ce qui est éthique, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Est-ce que c'est vraiment très maîtrisé? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de sujets sur la transparence, l'explicabilité, la lutte contre les biais algorithmiques. Là, on rentre quand même dans des sujets qui ne sont pas forcément très normés, pas forcément très clairs pour l'ensemble du commun des mortels. Donc, il y a un vrai défi. Et sur inclusion et diversité, on a aussi pas mal de taf. Bizarrement, c'est vrai. Est-ce que justement, Anna, quand aujourd'hui tu conçois un programme ou en curricula pour la Wacom School, tu intègres dès le départ ces questions-là? Comment est-ce qu'avec tes talents ici, on va pouvoir justement construire ce numérique éthique, ouvert, inclusif, éco-responsable? Alors, ça fait quelques temps qu'on réfléchit beaucoup à ces questions, on s'y intéresse. On a développé même quelques modules, les Green IT. C'est un progrès, je dirais. C'est pas du tout accompli. C'est pas simple. C'est un vaste sujet. On peut pas dire qu'on dispose aujourd'hui d'une recette très claire. Comment faire? Il y a aussi beaucoup d'enjeux de questionnement où parfois il faut trancher, il faut vraiment débattre. On manque du temps aussi pour y aller sur ce genre de sujet. Fondamentalement, je suis convaincue que cette brique sobriété écologique ne doit pas être un module à part, mais doit être plutôt une façon, un axe qui permet de revoir l'ensemble des cursus, par exemple. Donc, ce n'est pas en ajoutant 4 heures de sensibilisation au numérique responsable dans le cursus de formation au développement web qu'on va changer quoi que ce soit. Ça, c'est évident. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est qu'il faut revoir pratique par pratique. Et vous imaginez, c'est pas simple. C'est pas simple à plusieurs titres parce que d'abord, on est un petit peu dans une course quand même pour former rapidement au plus vite parce qu'on manque des talents, parce qu'il faut développer rapidement, parce que voilà, il y a une compétition, il y a plein de raisons pour qu'on veut aller vite. Et quand on va vite, c'est pas forcément écologique. En fait, ça c'est un sujet, vraiment un vrai sujet. Et deuxième sujet, c'est par exemple, moi je me questionne beaucoup sur l'usage de la vidéo. On sait que c'est pas forcément très pas écologique, il me semble, sauf preuve de contraire. Or, aujourd'hui, on va plutôt vers un usage très, très, très dense de la vidéo au quotidien, mais aussi dans la formation. Donc la question se pose, on en a parlé déjà avec mes collaborateurs, est-ce qu'on fait beaucoup de vidéos? Parce que les usagers semblent y être de plus en plus sensibles et ne lisent presque plus. Mais en même temps, je me dis, si on fait que des vidéos partout, et en fait, peut-être on va nous dire, en fait, non, il faut réduire la bande passante, il faut faire plus simple. Et donc, non, il faut revenir en arrière. Mais voilà, autour de la vidéo, je pense qu'il y a aussi beaucoup de questionnements. Donc, c'est pas simple, mais on n'a pas de choix, je pense. Et moi, je ne crois pas qu'on y arrivera, nous seuls individus, nous seuls entreprises. On ne va pas y arriver parce qu'on a tellement de choses qui nous poussent vers aller plus vite, faire des choses comme on les fait d'habitude, qu'il y a peut-être un peu de régulation à un moment donné à faire. Il y a de l'urgence, et de l'urgence qui peut être réglée par la question de régulation, comme tu le disais, Anna, mais là, il y a aussi à prendre en compte, et j'imagine qu'on l'a tous vécu ensemble l'année dernière au mois de juin, la fronde aussi des jeunes diplômés, notamment des écoles d'ingénieurs, mais pas que, des écoles de commerce aussi, AgroParisTech, pour ne pas les citer, qui, à un moment donné, disent
oui, on accepte le diplôme pour lequel on a été formé, mais pas le monde pour lequel on nous a formés. Donc comment est-ce que ça interroge fondamentalement tout l'écosystème de l'éducation et de l'éducation supérieure? Il y a notamment aussi le rapport de Jean Jouzel qui a été remis à la précédente ministre de l'Enseignement supérieur, j'imagine qu'aujourd'hui Sylvie Retailleau continue à l'avoir comme livre de chevet, qui propose justement d'intégrer les questions de transition écologique et environnementale dans l'ensemble des cursus d'enseignement supérieur, Bac+3, jusqu'à Bac+5 si je ne dis pas de bêtises, et d'en faire là aussi un GPS, un alpha et un oméga de la façon dont on va piloter l'ensemble des formations supérieures avec agilité, parce que Isabelle connaît le chiffre par cœur, 85% des emplois de 2030 n'ont pas encore été créés. Mais justement, Laure, on ne peut pas être totalement sourd à la façon dont ces lauréats, dont ces jeunes diplômés, interpellent l'ensemble de l'écosystème de l'éducation et de l'entreprise. Ça, Marjorie, vous me dites ça, ma génération, oui, ça c'est sûr, parce que nos enfants nous y poussent aussi. Hein, et je dirais, à l'ARCEP, on a, depuis 2009, ouvert le chantier de l'empreinte environnementale du numérique par la demande en fait des jeunes recrutés qui arrivaient à l'ARCEP en disant mais vous vous occupez de numérique et vous vous occupez pas de l'empreinte environnementale du numérique. Et à l'époque, si vous vous souvenez, en 2018-2019, le numérique était la solution, c'était pas le problème. Alors, je suis pas en train de dire que le numérique est le problème. Je suis simplement en train de dire que même si le numérique peut apporter des solutions aux enjeux environnementaux, ça n'exonère pas le secteur du numérique des efforts à faire pour lui-même. Et je pense, pour revenir à la formation, que apprendre à coder selon des normes d'éco-conception des services web peut-être est un axe vraiment porteur. Et la remarque de Anna sur l'usage du vidéo, vraiment, il y a une interrogation à avoir sur l'usage qu'on voudra faire du métavers aussi. Parce que ça rejoint la formation. Le métavers, le côté immersif du métavers, ça doit être excellent en formation. Est-ce que c'est ce qu'on veut aussi? Et quel usage on va faire, en fait, du métavers qui, au point de vue environnemental, est certainement bien moins bien que des applications toutes bêtes de formation sans vidéo. Voilà. Ce qu'on essaye de faire d'un point de vue régulation sur ce sujet, c'est d'apporter déjà une base de connaissances fiable pour qu'on ne prenne pas des décisions sans avoir une expertise scientifique, sans savoir ce qui va être réellement utile et éviter en fait le greenwashing. On prend l'exemple de nettoyer ses mails. Bon, en revanche, quand vous êtes chez vous, que vous utilisez le Wi-Fi, très bien. Voilà, si vous avez le Wi-Fi chez vous, là, c'est puisque les réseaux mobiles consomment 2 fois plus que le réseau fixe. Pareil, si vous avez le choix de pouvoir passer sur la fibre, le réseau fibre consomme 4 fois moins un abonné au réseau fibre consomme 4 fois moins qu'un abonné au réseau cuivre. Donc on est en train de monter en compétence avec des collectes de données auprès des opérateurs de cloud et tout ça pour pouvoir restituer de l'information et conduire à des bonnes pratiques. Après, s'il faut aller plus loin, c'est plutôt le rôle du régulateur. Pas du régulateur, du législateur. Excusez-moi. Complètement. Justement, Isabelle, encore une fois, comment est-ce qu'on interprète cette exigence de ces diplômés de dire « je ne veux pas exercer mes talents, je ne veux pas devenir le talent de l'économie pour laquelle on m'a formé. Je veux la transformer, cette économie, cette société. Je veux pouvoir faire partie de la solution et plus du problème. » C'est une exigence du sens, c'est une exigence de la boussole. Alors on le voit avec ce qui s'est appelé la grande démission aux États-Unis, qu'on voit peut-être un peu moins en France. Le marché est tendu et c'est un marché de candidats en ce moment et pour encore quelques mois. Après, sur la partie jeunes diplômés, effectivement, aujourd'hui, les jeunes ne sont plus prêts. Je ne sais pas si on peut dire les jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a tout un tas de profils différents au sein des jeunes dip, mais c'est sûr que quand ils font le choix de leur première entreprise, de leur premier emploi, ils regardent les valeurs de leur employeur. Beaucoup font le choix de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est quelque chose quand même qui a beaucoup évolué dans les 10, 20, 30 dernières années. On voit quand même énormément de personnes qui sortent du système scolaire pour aller créer leur entreprise.
Et en plus, pour cela, en fait, s'ils veulent lever de l'argent, la partie impact devient absolument stratégique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver 1 euro de la part des fonds si vous n'avez pas documenté de manière plus que robuste comment vous traitez le green, l'inclusion, la diversité, l'impact. J'en sais quelque chose, je suis dans un fonds. Vraiment, c'est absolument majeur. Donc oui, il y a une vraie prise de conscience. Faut espérer qu'elle essaime un peu plus largement, en fait. Et justement, alors, allez, je peux me dire tu. Je peux dire tu. Je dis juste autour de la table. Non, il y a quelque chose de très important dans ce que tu disais aussi, avec ce lapsus sur les jeunes diplômés, jeunes passionnés. Si, justement, parce qu'aujourd'hui, avec la formation tout au long de la vie, et c'est justement ce que les bootcamps, Anna, défendent comme type de formation, on sait qu'on va changer 5 à 8 fois. 6 à 9. 6 à 9 cette fois-ci. Alors, 6, c'est un chiffre qui vient d'Harvard, un chercheur qui s'appelle Bob Keegan. Pour être très précis, il dit même 6,5, mais comme je ne sais pas ce qu'est un demi-métier, voilà, on va arrondir à 6. Et 9, c'est un chiffre qui vient du World Economic Forum. La vérité, elle est probablement entre les deux, mais effectivement, c'est ça qui amène à se reformer tout au long de la vie, que ce soit sur les savoir-faire et sur les savoir-être. Et c'est pour ça que c'est vrai que ce que tu proposes, Anna, ce que vous proposez avec la Wild Call School, qui s'adresse effectivement à des gens qui sont en reconversion, à des trentenaires, c'est absolument formidable, parce qu'effectivement, ça remet de l'employabilité au cœur après quelques années de parcours professionnel. Oui, justement, ces talents en reconversion, ils sont là avec nous aujourd'hui, littéralement, et ils ont envie aussi de pouvoir participer au changement de modèle, au changement d'économie, à faire partie de cette solution. C'est sûr qu'on a effectivement, notamment par les jeunes générations, une grande pression sur ce sujet, une grande demande. Je vois par ailleurs aussi quelques collègues entrepreneurs, après avoir réussi un projet d'une start-up numérique, se tournent vers des sujets très écologiques. Donc, il y a une porosité entre les deux domaines. Parfois, je me dis, il y a 10 ans, on parlait tellement du numérique. C'était vraiment ça allait sauver tout voilà. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'écologie. Donc, il y a une sorte de tendance dans les discours, sûrement, qui switch du numérique vers l'écologie. Donc, je pense que le numérique doit s'interroger, doit devenir écologique pour rester dans la tendance, j'ai envie de dire. Dans la tendance et dans son avenir tout court. Hein. Et dans son avenir tout court. Il y a un vrai questionnement. Est-ce que le numérique est la solution ou plutôt le problème ? C'est un vrai sujet. J'ai vu des données un peu dans tous les sens. Donc, j'attends encore quelqu'un ou un rapport clair pour répondre à cette question. Je sais pas. Je n'ai pas la réponse claire. Mais voilà, c'est un vrai sujet, je pense, du moment et de l'avenir du numérique, de ce qu'on fait. Après, pour rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le bootcamp, sur la formation, je pense qu'on vit aussi un moment assez intéressant de cette sphère de la formation avec l'arrivée du bootcamp, justement. Il y a 10 ans, c'est arrivé. Aujourd'hui, ça a pris. Enfin, on voit que le bootcamp a une vraie place dans le paysage éducatif. Donc, le bootcamp, une formation courte, d'accord, pratique, plutôt qui s'adresse à des personnes à des différents moments de leur vie professionnelle. Et moi, je trouve je m'en réjouis, mais je trouve que ça bouscule le système éducatif tel qu'on l'a connu, tel qu'on l'imagine. Et personnellement, j'espère qu'on va aller encore plus loin et qu'on va vraiment aller vers un système éducatif tout au long de la vie. Et pas, voilà, il y a une éducation, on va dire, de primaire, collège, lycée, puis hop, enseignement supérieur, on s'arrête, et puis presque rien, des petites bouts. Et en fait, non, aujourd'hui, je milite pour ça depuis, voilà, ce qu'on fait avec la Wild Call School, c'est vraiment, on essaie de construire cette vision de la formation où on peut se former à tout moment de la vie, et en fait, on doit se former parce qu'on change de métier, et on a droit de changer de métier, et en fait, c'est normal, c'est bien, et on s'adapte de cette manière aussi aux évolutions de la société. Et donc, il faut inventer les nouveaux formats de l'éducation, nouvelles institutions probablement. Et donc, le bootcamp, je trouve, apporte une brique très intéressante qui donne, qui permet d'imaginer ce système où peut-être on se forme un petit peu moins au début. Par contre, tous les 5 ans, on revient. On revient et on se forme pendant peut-être quelques mois, 5 mois, peut-être même 1 an.
Et du coup, on ne s'arrête pas d'apprendre dans la vie, ce que je trouve formidable, puisque parfois on dit que grâce aux technologies et tous ces robots, ils nous libèrent du temps. Donc, soit on tous se retrouve au chômage et on déprime, soit, au contraire, on apprend. On continue à apprendre et donc on entre dans une vraie économie du savoir, de la curiosité. En tout cas, moi, j'ai envie de plutôt voir l'avenir de ce côté. On va continuer à creuser cette question sur scène. Je vous précise juste que dans une dizaine de minutes, on ouvre évidemment la discussion avec vous. Théoriquement, un micro devrait circuler en salle, sinon je vous prêterai le mien pour justement pouvoir interroger nos panélistes sur cette scène et partager vos réactions évidemment à cette discussion. Tu décrivais finalement ce qui est en train de se passer dans l'industrie 4.0. Ça me fait penser évidemment au livre qui est le dernier de tes ouvrages, Isabelle, qui justement s'intéresse à ces métiers 4.0. Ça veut dire qu'évidemment, on remet le curseur sur l'humain et on laisse à la robotisation ce dont elle doit s'occuper. C'est exactement ça. L'idée, c'est effectivement, plus on met de la technologie et plus on a besoin de remettre l'humain. Et qui plus est, à chaque fois qu'on a eu une révolution industrielle qui a transformé le travail, que ce soit la machine à vapeur, l'électrification, la micro-informatique ou l'IA, à chaque fois, on a créé plus d'emplois qu'on en a détruit. La population active en France au 19e siècle, c'était 17 millions de personnes. Aujourd'hui, c'est 30 millions de personnes. Et au-delà de ça, ce que dit l'Europe et ce que dit notamment Eurostat, qui est un institut statistique un peu comme notre INSEE au niveau européen, c'est que concrètement, le digital crée 15 millions d'emplois en Europe à horizon 2025 et en parallèle, on détruit 6 millions. Donc on voit bien que la balance est positive. Après, il y a une vraie nécessité d'accompagner les 6 millions qui sont concernés par une transformation importante de leur métier. Moi, je pense que quand on automatise, c'est souvent une bonne nouvelle. Ce qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive et c'est le plus souvent une tâche qui est pénible. Donc laissons-la aux machines, aux algorithmes, aux robots et comme le dit Anna, profitons du temps qui est dégagé pour se former, pour apprendre notre métier, pour remettre de l'humain, pour remettre du conseil, pour remettre de l'accompagnement. Le phénomène qu'on était en train de décrire, Milo, sur évidemment la formation tout au long de la vie, je sais qu'à l'Institut Montaigne et sous ton impulsion, tu es en train de regarder cette question de très près, ces talents, ces compétences tech pour aujourd'hui et pour le futur. C'est un phénomène que tu vois justement monter dans les premiers entretiens que tu as pu pratiquer, la formation tout au long de la vie, et ce besoin-là pour aller combler la pénurie de talents. Ouais. Donc, alors, déjà en préambule, pour dire qu'on a parlé des deux sujets étant numérique et environnement, et c'est les deux sujets sur lesquels il y a le plus de pénurie de talent, enfin, les tensions sont les plus fortes. Et quand on fait l'intersection des deux, et là, c'est là on arrive tout en haut de la pyramide des pénuries en matière de talent. Donc, pour ceux qui sont dans la salle, qui sont intéressés par le numérique et l'environnement, allez-y. Et je pense que c'est, enfin, le constat que ce soit ces deux domaines-là dans lesquels on a des mutations très fortes, reflète en fait ce qu'il faut faire avec notre appareil de formation, qui repose autour de peut-être 3 grandes choses qui sont flexibilité, rapidité et rapprochement en fait des besoins. Donc rapidité, en fait, on a été historiquement dans un modèle d'appareil de formation où c'est normal, les choses mettent beaucoup de temps à évoluer entre le moment où l'appareil, les écoles décèlent les besoins en compétences, le moment où elles arrivent à les intégrer dans leur cursus, le moment où elles arrivent aussi à les faire accréditer par les organismes de certification de l'État qui vous disent que vous êtes diplômé quand vous sortez de cette formation-là, et le moment où ces personnes-là diplômées arrivent dans les entreprises. Ça, c'est une étape qui historiquement a été très longue, qu'il faut condenser, et il faut le condenser en fait autour de tous les acteurs qui y contribuent. Donc c'est pas juste une question d'organismes de formation qui doivent plus rapidement intégrer les besoins du marché. C'est aussi une question, par exemple, pour les entreprises. Donc, on le dit, 6 à 9 fois dans le cours de la carrière d'une personne, elle va peut-être changer de métier. Ça pourrait se faire au sein d'un même groupe. On a des groupes aujourd'hui qui sont en train de profondément changer en fait, leur métier. Je prends un exemple qui est celui du groupe La Poste, où je pense que tout le monde ici envoie moins de lettres aujourd'hui qu'il ou elle ne le faisait il y a 10 ou 20 ans ou 5 ans, si vous êtes plus jeune comme moi. Et aujourd'hui, du coup, c'est des structures qui doivent se changer. Et je pense que les entreprises elles-mêmes ont un rôle très important dans la formation de leurs salariés. C'est pas juste en termes
de leurs responsabilités, mais ça fait aussi sens économiquement pour elles. Donc, en fait, tous les acteurs de la chaîne doivent participer à cette condensation, en gros, regrouper la chaîne de valeur pour former plus rapidement. Adaptabilité, c'est en gros aller vers des formations qui prennent en compte les besoins. Typiquement, moi je le citais à l'instant, faire des formations hybrides, numériques et environnement. Enfin, il y a de plus en plus de métiers qui sont plus silotés, mais qui demandent des compétences très diverses. Et enfin, se rapprocher des besoins. Là, c'est quelque chose, encore une fois, je pense que le cas de Wild Code School illustre très bien qu'on a besoin de davantage de formations qui collaborent avec les besoins de l'économie réelle pour donner aux diplômés les outils dont ils ont besoin, et que ça, encore une fois, ça se joue à tous les échelons, pas uniquement au niveau des organismes de formation, mais aussi au niveau des entreprises qui ont cette responsabilité de travailler main dans la main avec ceux qui les nourrissent en effectif. Isabelle. Alors, en fait, c'est très intéressant et je vais rebondir sur le cas de la Poste, sur tout ce que tu viens de dire. Finalement, un métier, c'est un portefeuille de compétences. Et quand on fait la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, quand on est chef d'entreprise ou DRH dans une entreprise, l'idée, c'est de se dire quels métiers sont en train de disparaître, quels besoins vont être en tension et quels métiers vont apparaître, quelles compétences il manque pour aller là et comment j'emmène les gens qui le souhaitent et qui en ont la capacité. Et je pense que tout le monde peut changer de métier pourvu qu'on l'accompagne, vers les métiers en tension. La Poste l'a très bien fait et en formant ses factrices et facteurs à pas mal de métiers, ils en ont changé une certaine partie en data analyst, une centaine. Ils en ont transformé plus de 200 en responsables de l'inclusion numérique. Ils en ont formé 20 des facteurs et des factrices à faire de la cyberprotection. Donc il y a pas mal de possibilités et ils se sont aussi diversifiés vers des métiers de service à la personne, des métiers de service comme veiller sur mon parent ou savourer à domicile. C'est-à-dire que le facteur est quand même souvent l'une des dernières personnes qui va rentrer dans le domicile sur l'ensemble des territoires. Donc il y a pas mal de possibilités pour peu qu'on soit un peu optimiste, qu'on forme les gens et qu'on soit prêt à faire un reset de son logiciel et de se dire mon métier, c'est peut-être pas juste de porter une lettre ou un colis, ça peut être autre chose et on peut proposer à ces gens qui sont sur le terrain de remettre du lien qui est en train de disparaître quand même très très fort aujourd'hui. Tu as raison, c'est vraiment de la communication au cœur, finalement, la façon dont la Poste a pu et l'ensemble du groupe a pu se repositionner. Si vous en êtes d'accord, on va ouvrir évidemment la discussion avec vous. Si vous avez une question ou une réaction pour Isabelle, pour Laure, pour Anna, pour Milo, vous n'hésitez pas à lever la main et je ferai fort de vous apporter un micro. Je peux faire ça. Oh ben bravo. Moi, j'ai une question. On parle de changer 6 à 9 fois de poste, de fonction au cours de sa vie. Aujourd'hui, une carrière qui se construit sur une compétence, elle aboutit aussi à un statut social, un salaire, la capacité d'aller fonder une famille. Si 6 à 9 fois par an, on repart de zéro, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on a besoin d'être accompagné financièrement par l'État ? Enfin, comment est-ce que vous voyez ça ? Alors, on est déjà quand même un peu accompagné par l'État. On va quand même dire, appeler un chat un chat. On a quand même beaucoup de chance dans ce pays, avec des amortisseurs sociaux comme peuvent l'être Pôle emploi, comme peuvent être la prise en charge de la formation par plein de dispositifs différents. Pôle emploi, les OPCO, Anna en parlera beaucoup mieux que moi. Et on se disait en introduction off qu'il y avait plus d'une vingtaine de solutions pour financer notamment sa formation à la Wild Code School. Après, effectivement, ce que vous touchez du doigt, c'est qu'aujourd'hui, en France, on est sur une prime au premier diplôme d'une part et une prime au CDI. C'est pas le cas dans d'autres marchés, c'est pas le cas aux États-Unis, c'est pas le cas en Angleterre où vous avez beaucoup plus de gens qui sont dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing. Et ça, aujourd'hui, si on veut arriver à avoir cette liquidité-là du marché de l'emploi sans perdre en statut social, il faut réformer plein de choses. Il faut réformer l'accès au crédit immobilier. En fait, qu'on puisse emprunter même quand on est entrepreneur. Moi, aujourd'hui, je gagne parfois mieux ma vie qu'entrepreneur que quand j'étais salarié. La banque, elle me regarde même plus. Et pourtant, j'ai 5 beaux bilans à lui montrer. Donc, en fait, c'est un point de vue sociétal et ça va effectivement beaucoup plus loin. Et je ne pense pas qu'il y ait un déclassement social quand on change de métier. Après, effectivement, quand on change de forme de travail, il y a un enjeu, il y a un risque financier qui est important. Et aujourd'hui, et je pense que c'est notamment dans les mains des banques et des assureurs, d'arriver à rendre certaines choses accessibles quand on vit de son travail, même si ce travail-là n'est pas sanctionné par le sacro-saint CDI. C'est bien dit. Est-ce qu'on a une autre question ou une réaction à partager ? Alors, hop, Fantine va... J'arrive avec le micro. Ouais. Elle fait en home run pour venir jusqu'à vous.
Merci à toi, Fanti. Je fais le dernier mètre. Merci. Non, c'est bon, c'est levé. Merci à vous déjà pour tout ce qu'on a pu écouter. Vraiment très intéressant même d'être assis au fond, c'est vraiment super. J'avais une question. Est-ce que la volonté d'une souveraineté européenne est compatible, ou en tout cas va se conjuguer avec l'extraterritorialité des lois américaines qui sont pour l'instant, on va dire, plutôt qui nous prennent un peu en étau sur ces sujets-là. Voilà. Est-ce que vous êtes confiante dans ce qu'on va pouvoir produire à l'échelle de l'Europe, peut-être de la France aussi voilà. Merci. Laure? C'est une très bonne question, bien évidemment. Moi, je trouve qu'on se réveille sur cet enjeu. À partir du moment où les gouvernants et les politiques savent se réveiller, ils sauront adresser le sujet correctement au niveau européen, pour imposer aussi nos vues aux États-Unis. C'est-à-dire que les Américains ont besoin de l'Europe, et les entreprises américaines ont aussi besoin du marché européen, qui est quand même 500 millions d'habitants, à fort pouvoir d'achat. C'est une manne pour les géants du numérique. Donc je pense que cette question n'est pas encore résolue, c'est-à-dire que le risque existe toujours, mais je trouve que la prise de conscience par rapport à il y a ne serait-ce que 5, 6, 7 ans a considérablement progressé. Donc comme je suis optimiste, je réponds oui, nous saurons répondre à cette question au niveau européen. Maintenant, ce n'est pas encore fait. La bataille est encore longue, Isabelle aussi. Là, je reprends ta casquette d'ambassadrice de Digital.io sur ces questions de régulation. Je rejoins ce que vient de dire Laure, et je pense qu'en plus il y a un autre enjeu au niveau de l'Europe qui est la compréhension de ce qui s'y passe et des institutions par les citoyens européens, parce qu'aujourd'hui il y a des décisions majeures, des réglementations majeures qui sont prises au niveau de l'Europe et qui ne sont pas comprises. Du coup, je vais vous pitcher ce que c'est qu'être ambassadeur digital de la Commission européenne, parce que moi, quand ils m'ont appelé, je me demandais où était la caméra cachée, franchement. En fait, concrètement, c'est un programme pilote de communicants qui a été développé sur 3 pays que sont la France, l'Italie et la Pologne. Ils ont sélectionné des gens qui avaient une audience, donc soit des journalistes, soit des podcasteurs. Et donc moi, ils m'ont proposé ça au titre du podcast que j'anime, qui s'appelle Les métiers du futur, en disant, voilà, on vous nourrit avec ce qu'on fait. Nous, la DG Connect, donc la direction au sein de la Commission européenne qui s'occupe du cloud, de la 5G, de la data, de tous ces trucs-là. On est chez Thierry Breton aujourd'hui. Du MA, de tout ça. On vous explique Thierry Breton aujourd'hui qui a énormément de dossiers sur cette table. Exactement. Et on vous explique ce qu'on fait. Et puis, si vous avez envie, vous en parlez. Et c'est absolument génial parce qu'en fait, effectivement, ça permet. Du coup, j'ai le plaisir d'avoir Thibaut Kleiner qui dirige cette DG Connect au micro du podcast Les métiers du futur. Et du coup, il vient expliquer tout ça. Ça a été un très grand honneur pour moi. Mais en fait, l'idée, c'était de se dire, on n'est pas forcément, on est efficient, nous, Commission européenne, pour réguler, pour faire avancer les choses. De là à ce que le citoyen comprenne comment ça se passe. Alors, il a très bien compris le RGPD, le citoyen. Ça, c'est sûr qu'avec, on a tous compris qu'on avait des données et qu'on les laissait filer au vent depuis qu'on est obligé de cliquer depuis le 25 mai 2018. Donc, il y a un vrai pouvoir pédagogique. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu pédagogique plus large, je pense. Absolument. Est-ce qu'on a une autre question ou réaction à partager toutes et tous ensemble? Oui. Merci beaucoup. Je voudrais réagir à ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure sur les machines. Alors, loin de moi de vouloir donner des leçons vu mon employeur, je suis certainement un futur repenti. Mais on peut savoir quel est l'employeur, du coup? Salesforce. Le temple de la consommation, du CRM. Non, je voulais savoir si vous ne pensez pas que finalement la souveraineté numérique, ce n'est pas aussi la souveraineté énergétique, puisque ah si. Il y a un jour où tout peut s'arrêter. On a vu les avions pendant le Covid. Est-ce qu'on ne peut pas voir un jour... Tout à fait. Est-ce que tout n'est pas lié? Souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté numérique. Non, pas forcément. Tout n'est pas forcément lié, mais les enjeux sont des enjeux d'indépendance en fait par rapport à des crises qu'on peut subir et on a besoin. On ne peut pas se passer d'alimentation, on ne peut pas se passer d'énergie, on ne peut pas se passer de numérique. Mais non, mais répondez. Parce non, mais pas mieux. Pardon. Drop the mic. Tu veux répondre peut-être, Milo, aussi, compléter cette réponse? Non, mais juste pour compléter très brièvement, il y en a certains qui sont liés plus que d'autres. C'est vrai que sur les sujets énergétiques,
Pour reprendre ce que je disais au tout début sur la continuité de fonctionnement, c'est certain que du point de vue numérique, c'est difficile de fonctionner sans énergie. Donc c'est des choses qui sont liées, évidemment. Ça relie aussi les sujets autour des chaînes d'approvisionnement en composants qui constituent nos infrastructures numériques, etc. Donc c'est certain qu'il y a des liens. Est-ce qu'on a une dernière question? On a 2 dernières questions, parce que je vais vous proposer d'aller faire de la souveraineté alimentaire au cocktail, mais on le fera après. 2 dernières questions, et après on peut continuer à partager cette discussion toutes et tous ensemble. Oui, alors ma question, ça concernait, en fait, vous avez parlé des liens qui peuvent exister avec la possibilité qu'a le numérique de proposer, de recréer du lien et avoir différents impacts dans différents domaines. Et je me demandais si on ne pouvait pas imaginer ou penser des nouvelles formes d'extension du numérique qui pourraient ouvrir ou du moins redonner une sorte de jeunesse à certaines disciplines qui sont aujourd'hui un petit peu, pas forcément décriées, mais un petit peu oubliées. Je pense notamment au milieu littéraire, artistique, qui sont en grande évolution, et ça me chagrine beaucoup. Voilà. C'est une très bonne question. Le numérique peut amener au littéraire, peut amener à l'art. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles là-dessus. Il y a de la création numérique. Je ne suis pas sûre que ce soit ça qui refasse lien. D'ailleurs, on a eu un grand débat avec mon éditeur pour le 2e bouquin qui n'a pas voulu en faire un livre en ligne, en disant le livre doit rester un objet. Donc ça a été. Donc je salue Philippe Le Marchand qui médite et qui a fait ce choix-là. Le numérique est un excellent moyen de diffuser des œuvres, et ça c'est absolument formidable. Après, il y a toujours un sujet de droit et de comment est-ce qu'on crédite les auteurs. Il y a des plateformes aussi numériques. Je vous engage à regarder ce que fait par exemple la Singulart, qui aujourd'hui ouvre le marché de l'art à tout un tas d'artistes sur des pièces qui sont, on va dire, en dessous de 20 000 euros. Donc c'est sûr que le numérique peut permettre d'ouvrir des débouchés et des marchés à des métiers de la création qui aujourd'hui vont pas tous très très bien. Je vous rejoins là-dessus. Sans forcément que le lien passe par du NFT pour recommercialiser. Sans forcément que le lien passe par du NFT. Si on fait le Web 3, il n'y aura jamais de souveraineté alimentaire et le cocktail. C'est mort. C'est mal barré, en effet. Anna, tu voulais justement... Oui, je voulais réagir parce que, ça parlait de l'art, les lettres, l'écriture est fondamentale dans le numérique. Et je trouve qu'on sous-estime, on ne se rend pas compte à quel point c'est du texte. L'Internet, c'est du texte. C'est du langage. Mais je parle même pas du code. Je parle quand on lit un site internet. En fait, on lit quand même plus il y a beaucoup d'images de plus en plus. Il y a des vidéos, mais il y a énormément de texte. Et puis le référencement, c'est du texte. Donc je trouve qu'on parle souvent d'être fort en maths pour faire du numérique, du codage, pour travailler dans le numérique. Mais en fait, il y a un boulevard pour les littéraires et ils ne se rendent pas compte. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment créé aussi des filières. Je rêve d'une formation, il faut un jour qu'on crée cette formation de copywriters, d'écrivains numériques. On en a tous besoin. Nous, à la Well Code School, on a besoin des gens qui savent bien écrire pour le numérique. Et c'est tellement vaste comme sujet. Il y a un énorme débauché, mais je sais pas, c'est pas pris en compte, c'est pas assez structuré. Il y a quelque chose qui manque dans cette sphère. Mais en fait, le numérique, c'est autant littéraire que mathématique. Très bonne réflexion. Ça me permet aussi juste de faire un tout petit laïus sur le fait que 70% justement des sites web ne soient pas accessibles pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Ça tient aussi au fait que ça repose essentiellement sur l'écrit. Donc, si vous voulez aussi coder de l'accessibilité, il y a un boulevard là aussi pour pouvoir imaginer des services et des outils. On avait une dernière question, me semble-t-il, juste ici. Bonsoir. Alors, merci beaucoup déjà pour les échanges. Je vais faire très rapide. Vous avez parlé de nouveaux métiers, souvent, surtout Milo, sur l'aspect écologique. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précision sur les nouveaux métiers liés à l'écologie et au numérique? Est-ce que vous parlez de bilan carbone ou est-ce qu'il y a d'autres métiers plus précis que vous avez en tête? Et comme ça, peut-être on pourra... Alors, je vais être bref parce que la réponse simple, c'est que j'ai pas le détail. Le rapport qu'on mène à l'Institut Montaigne se préoccupe des métiers du numérique et le constat est que, en fait,
parmi tous les métiers, les deux qui sont les plus en tension, c'est numérique et environnement. Mais c'est vrai qu'il y a d'une part l'intégration de considérations environnementales dans la conception des outils numériques. Donc là, c'est simplement une question de mettre à jour ses compétences pour des métiers entre guillemets classiques du numérique pour avoir ces enjeux-là en tête. Et après, il y en a d'autres alors, il y a beaucoup de métiers qui émergent autour des problématiques de supply chain. Donc, comment gérer la façon dont tous les composants qui vont constituer mon produit à terme, et puis comment est-ce que je vais livrer mon produit au consommateur. Ça, c'est un ensemble de... Déjà, c'est un secteur qui est en train de changer beaucoup pour des raisons environnementales, mais pas que. Et du coup, c'est des métiers qui demandent des compétences spécifiquement sur ces questions environnementales. Donc c'est peut-être une réponse courte. Et du coup, le rapport, il arrive quand? Le rapport, on espère le publier en février de l'année prochaine. Super, merci. Et en complément, en fait, sur les métiers purement, on va dire, liés à la transition énergétique et la décarbonation de notre économie, va y avoir en fait des transitions en termes de métiers. Typiquement, dans l'industrie du bâtiment, on va avoir moins de gens sur la construction de neuf qui est extrêmement polluante et beaucoup plus de métiers liés, on va dire, à la rénovation, que ce soit rénovation thermique des bâtiments et ce genre de choses. Dans le transport, c'est pareil. On peut se dire qu'il y aura moins d'emplois et moins de métiers dans la partie automobile et aéronautique, et inversement beaucoup plus d'emplois et des métiers qui vont se développer dans les mobilités douces et aussi dans le rail. Et parfois des gens qui vont juste changer de secteur sans changer de métier. Un soudeur qui soude pour l'automobile aujourd'hui, peut-être que demain il ira souder pour le train, parce qu'on en manque des soudeurs. Et du coup, ces transitions, elles vont aussi se faire là sur des transitions sectorielles pour décarboner. Si ça vous intéresse, regardez ce qu'a fait Yannick Salman au Shift Project. Pour le coup, c'est le meilleur expert sur ces sujets-là. Beaucoup d'études d'ailleurs au Shift, notamment l'étude sur la partie justement formation supérieure, toutes les études de Climat Sup qui sont en train de sortir du Shift. Ils ont fait une première étude avec les écoles d'ingénieurs, une dernière qui est parue il y a 15 jours maintenant avec Audencia Nantes sur les écoles de management et les écoles de commerce. Comment est-ce que justement on englobe ces questions de transition dans les curricula et dans les futurs diplômes, si toutefois le diplôme est encore valide demain. Et puis, évidemment, pour les métiers du futur, je ne saurais que trop vous recommander d'écouter le podcast d'Isabelle, d'aller la voir juste à l'issue de cette table ronde, puisque tu vas dédicacer ton dernier ouvrage, c'est Métier 4.0. Puis, il y a juste une concurrence sur un autre livre, celui de Nicolas Hazard, de chez Inco, qui écrit aussi sur les métiers du futur, avec 21 exemples. 21 métiers pour le 21e siècle, son bouquin est très bien. Exactement, avec des métiers complètement fous, mais qui prennent justement en compte ces croisements en effet de secteurs en tension avec justement ce qui culmine sur le numérique et les questions de climat justement pris en compte dans ces professions. Merci infiniment pour vos perspectives, pour cette discussion. Merci à vous pour votre attention et pour vos questions. Je pense qu'on peut donc faire cette souveraineté alimentaire tout de suite.